Nous poursuivons notre série de tutos sur le langage Java et nous allons maintenant voir comment coder une boucle. Nous allons principalement nous focaliser sur trois instructions, le for, le while et le do-while. Notons dès à présent que le for each, une autre instruction de boucle, sera vue dans un prochain tuto. Très bien. Donc je vous propose de reprendre notre atelier Eclipse et d'y créer une nouvelle classe. Nous allons l'appeler test4 et je vous propose d'y injecter un main. On clique sur Finish. Très bien. Et donc nous allons commencer, comme vous vous en doutez, par le for. Et donc pour introduire une instruction for, on commence par taper le mot-clé for. Ensuite, on met une paire de parenthèses et dans cette paire de parenthèses doivent se trouver trois expressions. Ces trois expressions permettent d'initialiser votre variable de boucle. C'est la première expression. La deuxième permet de savoir si on doit faire un nouveau tour de boucle, oui ou non. La troisième permet d'incrémenter l'index de boucle. Donc, assez classiquement, on a une variable, elle peut s'appeler i, pourquoi pas, i pour index, c'est assez classique, mais vous pouvez lui donner un tout autre nom. Donc, for int i égale 0. La condition de rebouclage, tant que i est inférieur à 10, et à chaque tour de boucle, nous ferons un i++. Très bien. Ensuite, le corps des instructions à exécuter doit être mis entre accolades. Alors, il n'y a pas d'obligation. Si vous avez qu'une seule et unique instruction, vous pouvez ne pas mettre les accolades. Mais je trouve que c'est un petit peu plus lisible si on le met. On définit mieux le bloc et donc la portée du for. Et comme ça, vous ne risquez pas de vous faire avoir. Dans des prochaines évolutions de ces codes, vous ne risquez pas de mettre une instruction suivante en dehors de la boucle. Donc, mettez systématiquement les accolades. Et à partir de là, regardez, je tape 6O, CTRL espace. Et donc, ça me permet de générer un system.out.println de ma valeur. Donc, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir 10 lignes qui s'affichent de 0 à 9. Notez, quand on sera à 9, donc on va afficher 9. Ensuite, on va faire l'incrément. Donc, i va passer à 10. Il va vérifier la condition de rebouclage. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non, ils sont égaux. Donc, ça va stopper la boucle. On pourrait ici, pourquoi pas, rajouter un message de fin. Pourquoi pas, pour bien valider qu'on est sorti de la boucle. Regardez, j'exécute ce code, et donc impeccable, nous avons notre bye-bye. Alors notez, ici on a fait des incréments de 1, mais on aurait pu faire des incréments avec un step, avec un pas quelconque. Ici, je fais un incrément avec un pas de 2. Donc les valeurs affichées devraient être 0, 2, 4, 6 et 8. On vérifie. Et donc oui, nous avons bien les 5 valeurs attendues. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez faire des boucles qui, au lieu d'incrémenter la variable, décrémentent. Regardez, je repars de 10 et je dis que tant que i est supérieur à ou égal à 0, je vais considérer ici le égal, donc la valeur 0, et je décrémenterai de 1. Allez. Donc normalement 0, 2, 4, 6, 8, 10, parce que cette boucle repartira à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va vérifier. Et donc on a bien eu d'abord les incréments. Donc ça c'est la première boucle. Et ici on attaque la seconde boucle, on repart de 10 et on redescend. Alors, au passage, vous pourriez me dire pourquoi on a redéclaré la variable i. Parce que la variable i existe que dans le corps du for. Si ici j'essaye de faire un system.out.println de i, notez, j'ai une erreur de compilation qui me dit que i est inexistant à ce niveau-là. Si on voulait réutiliser la variable i entre ces deux boucles, il aurait fallu la déclarer au-dessus du for. C'est tout à fait possible. Regardez, histoire de tester un petit peu toutes les syntaxes, il est tout à fait faisable de dire ici int i égale 10, égale 0, excusez-moi. Du coup, comme j'ai initialisé ma variable à ce niveau-là, je ne suis pas obligé de la remettre ici. Il faut savoir que ces trois expressions-là, on peut faire des choses un petit peu particulières ici. Je peux ne pas mettre l'expression d'initialisation. Donc, comme j'ai fait mon initialisation avant, ça va être réutilisé. Par contre, notez que maintenant, j'ai une erreur. I étant déclaré dans ce bloc, il refuse que j'en redéclare un deuxième. Donc, au lieu de redéclarer ma variable, cette fois-ci, je vais l'utiliser. Donc, on réinitialisera simplement la variable i à 10 et on va décrémenter. Ce qui veut dire que ici, maintenant, je peux utiliser mon i.
Regardez, je fais fin, 2 points, et je concatène la valeur de i. On vérifie. Et donc ça semble marcher à peu près correctement. On est monté jusqu'à 8. Du coup, à 10, on n'était pas inférieur, donc on s'est arrêté. On est reparti de la valeur 10 à ce niveau-là, et on est redescendu jusqu'à 0. Le truc, c'est que quand on a été à 0, 0 étant inférieur ou égal à 0, on a affiché 0, mais du coup, j'ai eu i moins qui s'est exécuté. Du coup, i est passé à moins 1. Moins 1 n'étant pas supérieur ou égal à 0, on est sorti de la boucle. Au final, on a affiché la valeur moins 1. Et notez encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis bien, comme ici, je n'ai qu'une seule et unique instruction, mes accolades ne sont pas obligatoires. Regardez, il n'y a aucune erreur de compilation, tout fonctionne correctement. J'insiste, le piège ici, c'est que là, vous me fassiez un system.out in the loop. Voilà. Et là, vous pensez peut-être que ce code-là est à l'intérieur de la boucle for parce que j'ai mis un retrait, mais non. Le for ne va porter que sur cette seule et unique instruction. Du coup, ça, en vérité, ce sera exécuté après la boucle for. Donc, on n'est pas in the loop. Regardez bien. Il s'est exécuté une fois. Alors que si j'avais eu les accolades, là, cette fois-ci, le message est correct. Cette fois-ci, on a bien un message, une ligne de texte qui va s'afficher systématiquement à chaque tour de boucle. Parfait, je supprime ces quelques lignes et notez, je vais régénérer un for, mais regardez, là jusqu'à présent, j'ai tout tapé pour bien vous montrer les différents éléments de syntaxe. Comme on vient de le voir, ça marche bien. Pour autant, vous n'étiez pas obligé de saisir tout systématiquement. Là, j'aurais pu faire for, CTRL espace, et notez que ici, j'ai un certain nombre d'assistants qui me sont proposés qui permettent de générer des boucles. Alors c'est vrai qu'on utilise souvent des boucles, par exemple, pour parcourir des tableaux. Regardez ici, le tableau le plus proche que j'ai, c'est le tableau d'arguments, args, qui est ici. Il se propose de générer une boucle for sur ce tableau. Et du coup, il utilise comme cas d'arrêt la taille du tableau. On est bien d'accord, les tableaux sont indicés à partir de 0. Si on a 10 éléments dans un tableau, les indices vont bien de 0 à 9. Du coup, ce code convient parfaitement à un parcours de mon tableau. Notez, il y a d'autres modèles qui peuvent être utilisés dans certains cas. Pour ma part, je vais utiliser cet assistant-là. Et donc, si ce que je voulais, c'était faire une boucle de 0 à 10 non compris, il me suffit simplement de modifier la valeur de fin. Une fois qu'on est assez à l'aise avec Eclipse, ça permet de générer nos forts assez rapidement. Notez au passage, il a systématiquement mis un bloc. Il est de ce point de vue-là à peu près cohérent avec ce que je vous ai proposé tout à l'heure. C'est un risque de ne pas mettre les accolades, donc on préfère les générer par défaut. Comme ça, les utilisateurs ne les oublient pas. Donc je vous invite fortement à utiliser cet assistant. Très bien. Regardez, bouton droit, Run As. Et donc tout refonctionne correctement. Au passage, dernière petite chose, si le nom de la variable ici ne vous convient pas, vous pouvez la renommer. Dans ce cas-là, faites un refactor. Hop là. Voilà. Refactor, rename. L'avantage de faire un rename, c'est qu'il a repéré toutes les utilisations de votre variable. Et du coup, si je voulais que ça s'appelle index, notez qu'au fur et à mesure où je saisis, il me retouche toutes les occurrences, toutes les apparitions de ma variable. Et donc du coup, ça me permet en une modification d'avoir modifié tout le code nécessaire. Parfait. Normalement, ça marche toujours de manière identique. Voilà dans un premier temps ce que je pouvais dire sur le for. Deuxième instruction que je voulais tester, le while. On va faire une nouvelle classe. Test while. Encore une fois, je génère un main. Et donc, comment marche le while? Alors, le while, c'est tant que. La traduction en français de while, c'est tant que. Tant que quoi? Regardez, je vais faire un int i égale 0. Je vais essayer de faire à peu près la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure avec le for. Ça, c'est pour vous montrer que le for et le while, en vérité, sont extrêmement proches. C'est juste dans la manière de faire qu'il y a des petites différences. Mais regardez, tant que i est inférieur ou égal, i inférieur à 10, excusez-moi, je ne vais pas mettre de égal. Accolade ouvrante, accolade fermante. Là, je vais faire un system.out.println de i, et puis je finirai par faire un i++. Si on y réfléchit, là, on a à peu près la même chose que tout à l'heure.
pour être équivalent, je rajoute aussi le bye-bye. Très bien. À savoir, on a l'expression d'initialisation, i égale 0, l'expression de rebouclage, la condition de rebouclage, i inférieur ou égal à 10, et ici, l'expression d'incrément. Les trois parties que nous avions là, ben on les retrouve au niveau de ce while. Du coup, le while ne prend qu'une seule expression entre les parenthèses. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour le for, mais c'est exactement pareil. Les parenthèses sont obligatoires. Que ce soit au niveau du for ou au niveau du while, si vous les oubliez, ben regardez, il vous dit parenthèse expected. Je suis obligé de parenthéser ma condition. C'est comme pour le if. Donc très bien, hein, on met nos parenthèses. Donc je n'ai qu'une seule expression à ce niveau-là. Et donc tant que je suis inférieur à 10, je ferai un nouveau tour de boucle. On est bien d'accord, après avoir exécuté le corps de la boucle. Alors le corps de la boucle tout à l'heure c'était juste notre affichage. Maintenant c'est un peu plus complexe. Comme l'incrément n'est pas pris en charge par le while, on a ici notre traitement et il ne faut pas oublier du coup à incrémenter la variable. Du coup regardez, je teste ça. Et donc là, qu'est-ce que nous avons? De 0 à 9, encore une fois. Donc c'est vrai que là, les deux instructions sont très très similaires. Comme tout à l'heure, si je voulais partir d'une valeur supérieure et décrémenter, je pourrais le faire sans aucune difficulté. Si je veux avoir des pas différents de 1, si je veux aller 2 par 2, il n'y a aucune contre-indication. Vous pouvez aussi le faire au niveau d'un while. Alors maintenant, soyons clairs. En règle générale, si on veut parcourir, par exemple, toutes les valeurs qui sont comprises dans un tableau. Dans un tableau, on connaît la borne mini, on connaît la borne maxi. Du coup, un for est certainement plus lisible. La question, du coup, c'est à quoi sert un while? Ça sert dans les cas où on n'est pas capable, à l'avance, de pouvoir déterminer le nombre de tours de boucle qu'on va faire. Je vous propose un autre petit exemple. Regardez, je commente mon simili for, parce que là, c'est vrai que c'est très très proche d'un for. Donc j'ai fait CTRL-SHIFT et slash sur un clavier AZERTY, le slash qui est au niveau du pavé alphanumérique. Donc très bien, vous retrouvez les séquences de touches à ce niveau-là. Très bien. Et donc, je vais faire un autre while. Regardez, ici, ce que je vais faire, c'est rajouter quelques lignes pour pouvoir permettre une saisie à partir du clavier. Bon, nous reviendrons sur les I/O, sur les input-output, dans de futurs tutos. Donc pour le moment, on va accepter plus ou moins ce que je suis en train de taper. Notez juste un petit point de détail. Là, je vais générer un buffered reader. Il faut que je fasse CTRL espace. C'est le seul moyen que j'ai, à moins que je veuille le taper moi explicitement, mais si je fais CTRL espace, l'avantage, c'est que ça me permet de pouvoir produire une partie de code et notamment les imports. Regardez, je recommence, j'ai juste tapé bufferedRe, CTRL espace. Il a vu qu'il n'y avait qu'une seule classe qui commençait par ce préfixe, il m'a bien mis mon bufferedReader et il m'a rajouté mon import en tête. Donc surtout, faites du CTRL et espace à la fin des types de données pour pouvoir automatiquement injecter des imports. Je vais appeler ce bufferedReader keyboard. Nous avions déjà vu ce type de code dans des tutos précédents. Donc je refais à peu près la même chose, c'est un new bufferedReader. Ce new bufferedReader, il sera bâti sur un new input stream reader qui sera lui-même basé sur system.in. Parfait. Donc ça va me permettre de faire des saisies à partir du clavier. À noter, il y a des choses qui peuvent planter des erreurs dans certains cas. On verra aussi encore une fois comment traiter les erreurs un petit peu plus tard. Donc du coup, pour le moment, vous acceptez le petit complément que je mets ici qui dit que si jamais il y a une erreur, eh ben tant pis. En gros, ça veut dire à peu près ça. Très bien. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un while. Et je vais utiliser une variable booléenne mustExit. Pour le moment, je vais la mettre à false. Et donc, tant que mustExit est égal à false, eh bien, je vais saisir une commande. Regardez, je mets un message, veuillez saisir une commande, voilà. On va imaginer qu'on fait un shell. Un shell à la bash ou ce genre de choses-là. Très bien.
Je vais récupérer ma commande en faisant un keyboard.readline. Et si, quoi du moins, allez, je vais faire, on va imaginer ici qu'il y a un traitement pour la commande. Voilà, quelle que soit la commande qui pourra être tapée. Et si notre commande, elle est equals exit, bon, ben dans ce cas-là, on demande à sortir du shell. Donc must exit égale true. Et puis bien entendu, à la fin, hein, nous avons encore le bye-bye qui permet de garantir qu'on est sorti. On va tester cet exemple. Donc veuillez saisir une commande ls. Bon, ben, on imagine qu'on a fait un traitement pour le ls. On ressaisit une autre commande, un ps, pour voir la liste des processus. Il exécute la commande. Je tape exit, ben, le programme sort. Mon petit point de détail, là je vois qu'à chaque fois la commande est saisie à la ligne suivante. Si vous vouliez ne pas forcer de retour à la ligne, ben, vous m'enlevez le ln hein, pour line à ce niveau-là. Regardez, c'est peut-être un petit peu plus joli. Je tape une commande, je tape une commande, je tape exit, parfait. Donc vous voyez là, je ne sais pas à l'avance combien de tours de boucle je vais faire. Donc le for ne serait pas forcément la syntaxe la plus lisible. Alors j'aurais pu hein, néanmoins utiliser un for. Mais là pour le coup, ben, on peut juger que le while soit peut-être un petit peu plus sympathique. Regardez juste à titre d'exemple, je récupère ce code-là et je reviens sur un test for à ce niveau-là. Je vais commenter ma boucle. Et regardez ici, je vais faire un for. Du coup, ce qu'il faut, c'est la condition d'initialisation. Je récupère tout ça, l'expression d'initialisation, excusez-moi. Donc je récupère mon expression, je l'injecte ici. Ensuite, ma condition, c'est tant que must exit est égal à false. Et à partir de là, on a un petit souci. C'est que là, il faut que je teste si ma commande saisie est égale à exit. Donc c'est là que c'est peut-être un petit peu moins joli. Il faut que je mette mon string commande en haut. Je le mets à chaîne vide pour le premier coup, ce qui me permet ici maintenant de pouvoir écrire ma condition. Donc must exit, à chaque tour, je revérifierai hein, si jamais il est égal à exit. Du coup là, je ne vais pas déclarer une nouvelle variable locale, hein, je vais juste ressaisir quelque chose à partir du clavier. Bien entendu, hein, il me faut le clavier. Hein. Donc je vais récupérer mon bufferedReader et je vais aussi le remettre à ce niveau-là. Et je vais aussi remettre le fait que ça peut potentiellement ne pas bien fonctionner. Très bien. Donc ça c'est parfait. Et du coup, ce if, j'en ai plus forcément besoin. Là, on a les deux programmes qui sont à peu près équivalents. Peut-être que ça c'est moins lisible, pour le coup, hein, que cette forme-là. À vous de juger. Mais pour parcourir un tableau perso, je préfère un for. Pour faire ce genre de choses, je préfère ce type de code-là. Regardez, on teste, bouton droit. Voilà, je tape une commande cls. Donc, on imagine qu'il a fait un listing du directory dans lequel on était. Maintenant, je tape un exit. On est sorti. Parfait. Il nous reste une troisième instruction. C'est le do while. Donc regardez, je fais une nouvelle classe et je l'appelle test do while. Toujours pareil, je génère un main. Très bien. Alors en quelques mots, on va dire que le do while, c'est comme le while. D'ailleurs, on retrouve while dans les deux cas. Donc c'est un tant que. Mais la question, c'est combien de tours de boucle je peux faire. Dans l'exemple qu'on a saisi ici, dans l'absolu, on pourrait faire 0 tour de boucle. Si jamais la condition avait été true dès le démarrage, du coup, on serait sorti instantanément.
Donc un while peut ne pas faire de tour de boucle. Un do while, ben en vérité, ça va marcher un petit peu différemment. Regardez, je repars de l'exemple qui était proposé ici. Et nous allons légèrement le retravailler. Je vais aussi repartir avec, vous voyez, une déclaration de commande à ce niveau-là. Allez, je vais enlever mon booléen. On va un petit peu retravailler la chose. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par faire un do. Et on va taper notre code. Donc on demande à saisir une commande et on imagine traiter la commande. Et là, on va rajouter à la fin du bloc d'instruction au niveau du do. Alors attention, si vous n'aviez qu'une seule chose à faire, vous pouvez m'enlever les accolades. Mais toujours pareil, ce n'est pas forcément la meilleure approche. Donc moi, je vous conseille de garder les accolades. Et donc ici, on va mettre la condition de rebouclage. On va faire un certain nombre de choses, un certain nombre de fois, mais au moins une fois du coup. Parce que comme la condition est à la fin, elle sera exécutée après avoir déjà fait tourner le bloc au moins une fois. Donc ici, on ne peut pas faire 0 tour de boucle. On est obligé d'en faire au moins un une fois. Du coup, la condition d'arrêt, ce sera quoi? Ce sera tant que commande equals exit. On va dire tant que c'est pas vrai. Donc je vais rajouter un not ici. Allez, comme ça nous fait l'économie d'une variable de type booléenne. Bon, du coup, il ne faut pas oublier de récupérer de quoi faire la saisie à partir du clavier, et je rajoute ici un throws exception. Très bien. Eh bien, regardez, on a encore une fois le même programme. À partir de là, je saisis une commande ls, impeccable, un ps, ça marche aussi. Je tape un exit, on est sorti. La différence fondamentale, c'est que là, j'aurais au moins fait la saisie une fois, obligatoirement. Le while étant exécuté après le bloc qui correspond au corps de la boucle. Alors qu'au niveau d'un while, le test est fait en premier. Selon la valeur de la variable que je déclare ici, je peux faire 0 tour de boucle. Très bien. Bon, maintenant, testons un petit peu ces boucles sur un exemple un petit peu plus sympathique. Regardez, je vais générer une nouvelle classe. Je vais l'appeler MegaGame. Très bien, donc on va faire un petit jeu. À partir de là, notre jeu va être relativement simple. On va faire en sorte de pouvoir saisir des valeurs numériques. Le système aura choisi une valeur numérique qui sera comprise entre 1 et 100. Nous, on va donc saisir nos valeurs. Et à chaque tour, il va nous dire si on est supérieur ou inférieur à la valeur à trouver. Une fois qu'on aura saisi la bonne valeur, la valeur à trouver, le système devra me dire bravo, félicitations, vous avez trouvé en X coups. Donc regardez, je repars de petites choses qu'on avait déjà codées précédemment, je reprends mon keyboard. Très bien. Tout ça peut ne pas bien se passer si je tape n'importe quoi. Si les IO ne sont pas bien gérés. Bon, je suis obligé de le faire, je le fais, je ne vous embête pas plus avec ça. À partir de là, normalement, on est censé avoir une valeur aléatoire qui a été tirée par le système. Donc je vais la mettre en entier, int value. Pour ce faire, on va faire un mat.random. Alors mat.random, regardez, random me calcule une valeur aléatoire entre... Alors je fais un cast parce que... Ouais, regardez, je mettrai le int dans quelques instants, voilà, parce que sinon il va m'embêter. Donc là, ça me permet de vous afficher l'aide. Donc random, il tire une valeur aléatoire entre 0 et 1. Mais du coup, c'est un double, c'est typé double, et c'est compris entre 0 et 1. Moi, ce n'est pas un double que je veux, moi, c'est un entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mat.random fois 100. Donc on va être compris entre 0 et 100 non compris, 100 au maximum, mais 100 ne sera pas dans la borne des valeurs autorisées. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais caster tout ça en un entier, donc je vais perdre la partie flottante. Donc on se retrouvera entre 0 et 99 compris. Maintenant, regardez, si je fais 1 plus, normalement, on devrait être entre 1 et 100.
Voilà, comme ça on a la plage de valeurs. Alors, en termes de debug, ce que je vous propose de faire, c'est un petit affichage. Après, bien entendu, on l'enlève, sans quoi ce serait pas rigolo. Mais random value égale, et puis là, j'affiche ma valeur. Ça, c'est en termes de debug. C'est pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est à minima de saisir au moins une valeur. Je suis obligé de saisir au moins une valeur. Après, si j'ai de la chance, j'ai peut-être trouvé ma valeur aléatoire du premier coup. Si j'ai moins de chance, il me faudra plusieurs saisies. Donc là, du coup, personnellement, je préfère utiliser un do. On aura bien entendu le while qui va me permettre de mettre ma condition d'arrêt. Alors ma condition d'arrêt, ça va être quoi? Ça va être de vérifier si la valeur saisie est bien équivalente à la valeur aléatoire. Donc j'aurai certainement besoin d'une autre variable. Je vais l'appeler edited value. Pour le moment, elle est non initialisée. Et donc, je vais devoir travailler tant que mon edited value sera différent de la value à trouver. Si un jour on sort de la boucle, ça veut dire qu'on aura gagné. Donc, system.out.println, bravo, vous avez trouvé. Et puis regardez, ici, je vais injecter un compteur qui va me permettre de savoir en combien de coups j'ai trouvé ma valeur. Donc si je veux que ça marche, bien entendu, il faut que je déclare une autre variable qui sera mon score. Parfait. Et donc, initialement, mon score va valoir 0. À partir de là, pourquoi actuellement là, ça ne compile pas? Parce qu'il me dit que edited value n'a jamais été initialisé. Là, je n'ai pas donné de valeur. C'est normal, je n'ai pas encore cette valeur-là, donc on va la demander ici. Je vais faire un system.out.println. Veuillez saisir une valeur. On va éventuellement mettre les bornes pour rappeler à l'utilisateur ce qu'il doit faire. Je vais enlever le ln. Très bien. Et donc ici, je vais dire que mon edited value, elle va être déduite de ce que j'aurais saisi au clavier. Sauf que, attention, ce que je vais saisir au clavier, ce sera de type string. Mon keyboard.readline, ça me renvoie un string. Il va donc falloir convertir cette chaîne de caractères en une valeur numérique. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans des tutos précédents, nous avions parlé de la classe integer qui fournissait notamment la méthode parseInt. Alors oui, donc impeccable, je vais parser mon entier, et donc mon entier sera calculé en faisant un keyboard.readline. Très bien. À partir de là, maintenant je vais gérer, bien entendu, mon score doit être incrémenté, et je vais gérer ici les deux cas où je n'ai pas fait une bonne saisie, c'est-à-dire si la valeur à trouver est inférieure ou bien supérieure. Donc si l'edited value est inférieure à la value qui a été calculée aléatoirement, eh bien regardez, je vais faire un affichage, donc system.out.println, la valeur à saisir, à trouver, est plus grande. Et puis la value que vous avez passée. Else, else quoi? Si mon edited value il est supérieur à la value, je refais à peu près le même affichage. Voilà, et je dis que la valeur à trouver, cette fois-ci, est plus petite que la valeur saisie. Et je ne mets pas de troisième cas. Pourquoi je ne mets pas de troisième cas? Parce que si je suis ni inférieur ni supérieur, c'est que fatalement, on a saisi la bonne valeur. Donc si on a saisi la bonne valeur, normalement le while devrait dire stop, on arrête de faire la boucle, et donc on devrait se retrouver au niveau de cette ligne-là. Eh bien, testons ce petit exemple. Et donc regardez, run as. Bon, notre valeur à trouver, c'est 61. On fait genre, on ne le sait pas. On va faire de la dichotomie, on va taper 50. Bon, la valeur à trouver, a priori, est plus grande que 50. Très bien. 75. Bon, la valeur à trouver est plus petite. Et puis là, je ne sais pas, tiens, je tape 61.
Bravo, bah, vous avez trouvé en 3 coups. Eh bien, parfait. Donc, vous avez vu, bah, pour cet exemple-là, bah, honnêtement, je pense que le do-while, c'est certainement la forme la plus pratique, en tout cas, par rapport à ce qu'on a vu actuellement au niveau des boucles. Je reviendrai sur ce jeu dans un futur tuto. Dans un futur tuto, nous allons parler des instructions break et continue. Break et continue permettent de stopper l'exécution de boucles. Bah, si on les utilise, dans ce cas-là, on peut éventuellement revisiter cet exemple et le recoder un petit peu différemment. Bah, je vous garde cette manipulation pour un futur tuto. Voilà. Bon, bah à partir de là, on se retrouve très vite sur un prochain tuto. Donc le prochain tuto devrait traiter du for each. C'est la 4e instruction de boucle qui nous est proposée par le langage Java. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.